La Coupe d'Afrique des Nations organisée cette année par le Maroc. Elle se joue bien au-delà des stades. Derrière le spectacle sportif, la CAN, c'est comme ça qu'on dit, est un révélateur de rapports de force politiques, sociaux et géopolitiques à l'échelle du continent. Stratégie de puissance du Maroc, rivalité avec l'Algérie, déstabilisation régionale. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Guillaume. Vous êtes auteur de La France n'est pas un pays de sport. Il y a un point d'interrogation, Mmh. hein. C'est coécrit avec Guillaume Dietsch. Vous êtes spécialiste de géopolitique du sport. Alors comment le foot notamment est devenu en une quinzaine d'années un pilier central de la stratégie du Maroc voulue par le roi Mohamed VI? L'idée, c'était de transformer le Maroc et le meilleur moyen de montrer qu'on le transforme, c'est d'utiliser la plateforme qui fonctionne le mieux, c'est le sport. Le premier des sports, c'est le foot. C'est aussi, indissociable finalement de la montée des indépendances et de l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale. Donc le Maroc se sert du football pour développer son territoire, l'aménager, dynamiser son économie touristique, mais pas que. Il y a une vraie industrie du sport qui est en train de se construire au Maroc. Et l'objectif, c'est d'utiliser le football comme un accélérateur de développement. Alors, dans le contexte des manifestations, notamment de la Genève 212, il y a des questions qui se posent, évidemment. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette stratégie, depuis 10 ans, elle porte ses fruits sportivement. Le Maroc est devenu la première Mhm. équipe africaine. Ouais. Et elle porte ses fruits aussi en termes de développement des infrastructures. On n'a jamais eu autant d'investissements. Et quand vous voyez le Maroc il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une vraie différence. Oui, j'aimerais que vous m'expliquiez justement, Jean-Baptiste Guégan, ça veut dire quoi, stratégie de développement? Alors, on imagine fabrication de stades, et peut-être également le fait que de plus en plus de jeunes Marocains se mettent au foot. Qu'est-ce que ça produit concrètement? Chaque événement sportif international est un accélérateur d'aménagement des territoires. On l'a vu avec les Jeux Olympiques à Paris 2024, le prolongement de la ligne 14 par exemple, c'est un exemple. Bah là, imaginez au Maroc, c'est des lignes à grande vitesse, c'est des autoroutes, c'est les aéroports qui sont modernisés, c'est donc toutes les infrastructures de transport. Or, si on améliore l'offre de transport, si on améliore les infrastructures, vous faites venir plus facilement des entreprises. Il y a plus de flux à l'intérieur du pays. Les touristes viennent dans des conditions qui ressemblent aux plus hauts standards internationaux. Et donc derrière, vous attirez des talents, des investisseurs, vous rassurez les bailleurs de fonds internationaux. Et donc c'est une stratégie finalement gagnant-gagnant. C'est pas que du soft power, c'est pas que de la puissance douce, c'est aussi du dur. Et c'est aujourd'hui ce à quoi sert le sport et le football. C'est-à-dire que ce sont des vrais moyens de développer un pays autrement. Le Maroc n'est pas le seul, hein. Le Rwanda l'a fait. On le voit aussi en France, hein. Euh, on- Ça apporte globalement un point de PIB quand on organise une manifestation internationale. Alors, le Rwanda l'a fait, mais alors, par exemple, le Rwanda l'a fait aussi avec le vélo. Bon, j'imagine que Mm. le vélo, c'est plus compliqué que le foot parce que c'est plus simple d'avoir un ballon pour 11 plutôt qu'un vélo par personne. Alors effectivement, le Rwanda l'a fait aussi, mais il a surtout réussi à obtenir les championnats du monde de cyclisme. C'est une première sur le continent africain. Et en le faisant avec l'UCI, donc l'institution internationale qui organise le cyclisme mondial, il a montré qu'il était capable de répondre au plus haut niveau d'exigence internationaux. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que quand vous vous positionnez sur ce type d'événement, vous montrez aux VIP, aux très grandes entreprises, que vous êtes capable d'accueillir le monde. Et ça, c'est la meilleure des publicités. En plus de ça, ça profite au pouvoir local. Ça lui permet de se positionner à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle de la région et à l'échelle du continent. En clair, si tout se passe bien, c'est un formidable levier politique. Et ça, en Afrique, c'est le cas depuis les décolonisations. La canne est très suivie dans le monde aujourd'hui comme spectacle. Alors, la CAN aujourd'hui, c'est la troisième compétition de sélection, hein, après la Coupe du Monde de football et l'Euro. C'est aujourd'hui un événement qui va rassembler l'ensemble des diasporas africaines, mais pas que, parce que l'Afrique, c'est le premier pourvoyeur de talent aussi des footballs européens. Et cette CAN, finalement, c'est la vitrine aussi de ce que peut faire l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que tout le monde la regarde. Bon, mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de pays qui s'intéressent peu au foot. Je ne sais pas, la Chine, l'Inde. Alors ces pays aujourd'hui s'y intéressent. La Chine a eu jusqu'en 2018-2019 une vraie stratégie très ambitieuse dans le football. On a eu des salaires qui étaient mirobolants, qui étaient offerts, avec une vraie volonté de positionner la Chine comme une des premières puissances globales. Et puis que Xi Jinping a sifflé la fin de la partie.
Du côté de Narendra Modi et de l'Inde, on a une vraie stratégie de développement du football, mais par une ligue indépendante. Et donc l'objectif, c'est aussi de faire monter progressivement le football en Inde, parce qu'on a un réservoir considérable. Et imaginez, 1,4 milliard de personnes qui se mettent au football. Aujourd'hui, c'est le cricket. Il suffit de voir l'engouement que ça suscite. Mhm. Si le football ne prend que 10% finalement de cette part de marché-là, c'est considérable en termes de croissance. Parce que vous venez de parler de cricket, est-ce que le football a des concurrents à l'échelle internationale, des sports qui pourraient rivaliser avec lui? Je ne sais pas, par exemple, le basket, parce qu'on voit aussi qu'il y a un engouement de plus en plus fort pour le basket. Est-ce qu'il est possible de nommer les concurrents du foot? Bah, le premier concurrent du foot, c'est évidemment les autres sports collectifs, à commencer effectivement par le basket, et notamment une certaine vision du basket, c'est la NBA, hein. La NBA aujourd'hui a développé des antennes en Afrique, on va avoir une NBA Europe, donc la NBA c'est la ligue majeure américaine. On va avoir aussi, et on a déjà une NBA China. L'idée c'est que vous allez avoir une sorte de compétition internationale à l'échelle du globe avec les meilleurs joueurs mondiaux. Et on le voit, regardez l'engouement du basket en France. C'est la deuxième vague. On a déjà eu celle post-Dream Team en 92. On se souvient, dans les années 90, on portait tous les t-shirts de Michael Jordan. Aujourd'hui, c'est LeBron James, c'est Victor Wembanyama. À côté du basket, on a effectivement des sports qui sont peut-être plus régionalisés. Je pense au cricket. Si vous allez en Inde, au Pakistan, euh, et que vous parlez cricket, bah, vous allez voir un engouement sans commune mesure qui nous est assez étranger. Oui, parce que le cricket, ça s'exporte. Alors ça s'exporte dans le monde finalement anglo-britannique, mais en dehors de Peut-être par ça, la diaspora, c'est ça. exactement. Mais en dehors de ça, et le football américain, là, c'est strictement incompréhensible. Alors c'est incompréhensible, mais il y a une stratégie de la NFL. La NFL, c'est la Ligue majeure américaine de développement vers l'Europe, parce que là encore, on est dans des logiques marchandes, commerciales. L'objectif, c'est de diffuser le produit, d'augmenter les revenus. Pour ça, il faut toucher d'autres marchés. Et donc là, on va les voir arriver en Allemagne, en Angleterre. Il y avait le projet d'un match justement de NFL en France. Je sais que ça se négocie avec la mairie de Paris. Donc on attend de voir ce que ça va donner, mais fondamentalement, l'idée, c'est de globaliser ces sports aussi, parce que derrière, les revenus vont avec. Bon, on a parlé donc du Maroc qui a beaucoup investi dans le foot. Est-ce que justement ça ne suscite pas une réaction? Il y a eu un mouvement des slogans qu'on a pu entendre: moins de stades, plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Jean-Baptiste Guégan. Alors effectivement, quand on regarde les sommes investies pour développer le pays, la question se pose. Quand on regarde l'indicateur de développement humain du Maroc, on peut se demander s'il n'aurait pas été préférable d'aller, notamment à la suite des drames qu'on a pu avoir à Agadir, dans les hôpitaux où pas mal de maternités ont montré des difficultés. Il aurait été intéressant justement de dynamiser ce secteur-là. Le souci, c'est que il y a eu un mouvement spontané, hein, la jeunesse est descendue dans la rue, ça a fait écho aussi aux printemps arabes. Et dans ce cadre-là, ce réveil-là, il a aussi questionné la stratégie marocaine. La stratégie marocaine, elle est à court, moyen et long terme. Fondamentalement, elle va dynamiser cette économie locale et elle va aussi offrir des opportunités à la jeunesse. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est le grand défi du Maroc. Il va falloir capitaliser de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à la Coupe du Monde en 2030, puisque le Maroc co-organise avec l'Espagne et le Portugal. Et c'est ça véritablement la clé. C'est qu'aujourd'hui, on est face à un laboratoire. Si ça fonctionne comme ça a pu fonctionner ailleurs, vous avez une vraie clé aujourd'hui pour l'Afrique en utilisant le sport et en offrant des perspectives à sa jeunesse. Et l'Algérie dans tout ça? Et bien l'Algérie a été battue Eh justement oui, par le par le Nigeria, Nigeria. drame. C'était attendu? Alors sportivement, c'est cohérent. On aurait pu avoir une surprise parce que c'est ça l'aléa sportif, mais ce qu'on voit, c'est que l'Algérie sort, en plus en laissant une image plutôt moyenne. On a eu des débordements dans les tribunes, sur la pelouse, en salle de presse, ce qui est plus exceptionnel. Et donc là, on attend des sanctions. L'Algérie aussi donne une image d'elle-même qui n'est pas la meilleure. Et c'est en grande partie par le football aujourd'hui que les pays africains se construisent à l'international. C'est pas forcément un bon signe. Et en termes de politique publique, ça dit aussi beaucoup de choses de la capacité d'un État à organiser et à offrir des perspectives à sa jeunesse. Bon, et à faire taire les oppositions, parce que ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire on a vu beaucoup d'opposants à certains régimes investir les tribunes de foot. Maintenant, est-ce que le foot ne deviendrait pas une sorte d'instrument politique utilisé par les gouvernements? Alors pendant longtemps, on a parlé de politisation du football. Moi, je renverse les choses et je parle de footballisation du politique. Il est indissociable en Afrique.
C'est-à-dire que le lien entre foot et politique est une évidence. Vous ne pouvez pas gouverner sans être dans les tribunes. On l'a vu lors de la dernière CAN, on était en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'avait pas encore affirmé qu'il allait se représenter. Et lorsque la Côte d'Ivoire gagne chez elle, il est au premier rang, c'est presque lui qui lève le trophée et derrière, ça lance une dynamique et ça lui permet de gagner à nouveau. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un dirigeant africain si vous n'avez pas une connaissance du football, si vous n'utilisez pas votre sélection nationale et si vous n'avez pas en plus une vraie présence dans les stades. C'est depuis les années 50 une réalité de tous les jours. Bon, alors c'est une réalité, de tous les jours, mais c'est aussi, le signe que l'on a des problèmes entre les pays puisque, à partir du moment où le foot devient sérieux, l'affrontement entre les pays, je veux dire l'affrontement sportif, devient de plus en plus sérieux et compliqué, Jean-Baptiste Guégan. C'est pour ça qu'on parle d'une géopolitique du football africain et c'est effectivement cette montée des tensions dans le football qui rend aussi certains matchs très inflammables. Alors, c'est à la fois le lieu des contestations, hein, vous le disiez justement, et on l'avait vu en Égypte, mais c'est aussi un moment où les rivalités régionales s'affirment. Une demi-finale Maroc-Algérie aurait Ouais. eu une ampleur sans commune mesure et aurait été clairement récupérée, notamment côté algérien. On l'a vu avec la question du Sahara occidental. Ça s'est manifesté d'abord médiatiquement par le football. Il y a un club, hein, la Renaissance sportive de Berkane, qui a été empêché finalement d'entrer sur le territoire algérien parce que sur son maillot, il y avait un Maroc avec le Sahara occidental qui était représenté. Mmh. Et donc ça, on le voit, on va arsenaliser le football et c'est dans ce cadre-là qu'on va le politiser avec les vrais risques, hein, débordements dans les tribunes, sur le terrain et ailleurs. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, chargé de cours à Sciences Po. On vous doit La France n'est pas un pays de sport, point d'interrogation. Coécrit avec Guillaume Dietsch, c'est paru chez Debuck Supérieur.